Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. La France perd 2 places dans le classement de l'OCDE sur le niveau scolaire. Des résultats jugés préoccupants et inacceptables pour le ministre Vincent Peillon. Et les résultats ne sont pas meilleurs en matière de lutte contre la corruption. Seulement 22e au classement de l'ONG Transparency International. La France donne-t-elle vraiment les moyens de moraliser la vie politique? Débat à suivre dans ce journal. Le 3 décembre 83, la marche des beurs arrivait à Paris. Première apparition sur la scène politique de la jeunesse issue de l'immigration. 30 ans après, quel bilan peut-on tirer de cette mobilisation? Nous poserons la question à notre invitée ce soir, la vice-présidente socialiste du Sénat, Bariza Chiari. Nous vous en parlions dès hier soir et cette fois-ci, c'est confirmé. La France a perdu 2 places au classement PISA sur la performance des élèves. Pour Vincent Peillon, ces mauvais résultats justifient sa politique de refondation de l'école. Louis Sibyl. S'appuyer sur de mauvais résultats pour mieux souligner la nécessité de réformer, telle serait la tactique politique de Vincent Peillon. Le ministre lance 3 chantiers pour son acte 2 de la refondation de l'école. Rénover les programmes, repenser les métiers de l'enseignement et enfin renforcer l'éducation prioritaire. Ce que montre PISA, c'est que les pays qui réussissent le mieux, qui ont les élites les plus importantes, qui élèvent le niveau de tous les élèves, sont ceux qui précisément ne laissent pas 20% d'élèves en difficulté. Plus on est juste, plus on est efficace. Et là, nous avons été stigmatisés comme les plus injustes et de moins en moins efficaces. Les résultats PISA montrent avant tout que les inégalités se creusent. Davantage d'élèves se retrouvent en difficulté. Ils étaient 20% il y a 3 ans, ils sont 24% aujourd'hui. Un rapport accablant qui pourrait servir d'électrochoc, c'est ce qui s'était passé en Allemagne il y a 10 ans. L'État avait alors opéré une refonte de son système éducatif. Depuis lors, elle a gagné 5 places au classement PISA. Je crois qu'il faut avoir une politique déterminée et très forte pour lutter contre l'échec et l'abandon scolaire. Les deux, l'échec scolaire, c'est-à-dire les jeunes qui ne réussissent pas à l'école. L'abandon scolaire, c'est les 140 000 jeunes qui quittent le système éducatif tous les ans sans diplôme. C'est dramatique pour la France. Un électrochoc que certains syndicats sont prêts à assumer, même s'ils ne partagent pas les méthodes du gouvernement. On peut être d'accord sur les objectifs. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est la déclinaison. C'est comment on met en œuvre une réforme pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Avant son acte 2 de la refondation de l'école, le ministre devra affronter une nouvelle manifestation contre la réforme des rythmes scolaires. Elle aura lieu jeudi prochain, partout en France. Et on reste sur cette question des rythmes scolaires avec les auditions de la mission d'information du Sénat sur ce thème. Les sénateurs ont entendu cet après-midi Marcel Ruffo, pédopsychiatre, un des partisans de cette réforme. On l'écoute. Je suis à fond pour cette réforme, notamment pour les enfants en difficulté d'apprentissage. C'est-à-dire, on sait bien que l'augmentation dans la semaine, plutôt d'ailleurs le samedi, et la diminution dans le jour facilite l'apprentissage pour les enfants en difficulté d'apprentissage, mais aussi les autres. La construction de l'estime de soi se fait très tôt, et si cette réforme permet une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi, vous allez voir que ça va diminuer un peu les consultations de pédopsychiatrie. Donc ça veut dire que c'est une réforme préventive pour le développement de l'enfant et la capacité à ce qu'il croit en lui-même. Autre temps fort de l'actualité au Sénat, la visite du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été reçu par Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. L'occasion pour les 2 hommes d'aborder le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tiendra vendredi à Paris, mais aussi l'intervention imminente de la France en Centrafrique. On les écoute. Le problème de la sécurité au Sahel est une question qui n'intéresse pas que les pays du Sahel. Au-delà du Sahel, il y a une question générale aujourd'hui de sécurité et de paix. La France, elle ne doit ni s'ingérer ni être indifférente. Donc elle ne sera pas indifférente. Elle a simplement à assumer ses responsabilités. Et nos amis sont en attente de la parole de la France, tout en assumant eux-mêmes le destin qui est celui de leur pays. Alors
que la France s'apprête à intervenir en Centrafrique, arrêtons-nous un instant ce soir sur l'opération Serval au Mali. 3000 soldats français sont toujours sur place, mais les effectifs français devraient progressivement être réduits. Pourtant, sur place, la situation est loin d'être stabilisée. Mounir Soussi. La présence française au Mali se prolongera bien après 2013. Malgré la volonté initiale de rapatrier 1000 soldats à la fin de l'année, Paris va devoir maintenir 3000 hommes. Sur place, la situation est stabilisée, mais les accrochages se multiplient entre l'armée et les rebelles Touaregs. Les groupes djihadistes très affaiblis restent malgré tout actifs. Ce week-end, une tentative d'attentat kamikaze contre une position française a eu lieu dans le nord du pays. La France, à l'initiative de l'intervention armée il y a 11 mois, devra gérer seule la sortie de crise. Et il se trouve que c'est par défaut, c'est quand même la France qui est la seule puissance ayant une armée opérationnelle. Il y en aurait d'autres, théoriquement, les Américains ou les Britanniques, mais qui ne veulent pas être présents directement sur le terrain. L'assassinat de 2 journalistes français le mois dernier rappelle la détermination des insurgés. Une des missions des militaires français est de remettre l'armée malienne sur pied. Illustration de ce passage de témoin, le lancement de l'opération Hydre fin octobre, où les troupes des 2 pays patrouillent côte à côte. En Ukraine, alors que l'opposition pro-européenne maintient la pression après 5 jours de protestation contre le pouvoir, le gouvernement a échappé aujourd'hui à une motion de défiance. Jérôme Bonnard. Les opposants étaient des milliers ce matin à marcher vers le Parlement à Kiev, encerclés par des centaines de membres de forces de l'ordre. Ils sont venus soutenir une motion de défiance contre le Premier ministre Mykola Azarov et son gouvernement. Un vote soumis la veille par les leaders de l'opposition. Ils accusent le pouvoir d'avoir vendu l'Ukraine à la Russie. Pire, d'avoir orchestré les violentes répressions de ce week-end envers les manifestations pro-européens. En début d'après-midi, le gouvernement sauve sa peau. Le Parlement rejette le texte. Seuls 186 députés ont voté pour. Peu de temps avant, le Premier ministre Mykola Azarov demandait pardon devant les députés pour le comportement des forces de l'ordre dans les rues. Une intervention immédiatement huée par l'opposition qui réclame aussi la démission du président ukrainien Viktor Yanukovych, actuellement en visite d'État en Chine. Ce soir, le pays est dans l'impasse. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe est attendu pour rencontrer mercredi des représentants des partis politiques ukrainiens. Et nous sommes en ligne avec le sénateur PS du Puy-de-Dôme, Alain Néry. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie de la délégation française de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. C'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Avant de commencer cette interview, peut-être un mot sur votre rôle sur place. Que faites-vous exactement ? Eh bien, écoutez, nous sommes à Kiev aujourd'hui pour participer à la réunion du bureau de l'OSCE dont je suis vice-président. Et bien entendu, en même temps a lieu le conseil interministériel de l'OSCE. Donc, il y a un concordance de date qui n'était pas prévu, mais il est bien évident que pendant notre présence, nous allons nous occuper très sérieusement de la situation et de voir comment on peut venir en aide pour que la démocratie puisse effectivement triompher en Ukraine. Alors justement, quel peut être le rôle de la communauté européenne dans ce conflit ce soir? Le pays semble dans l'impasse avec une mobilisation toujours aussi forte. Ben écoutez, nous arrivons à Kiev. Dans quelques moments, là, nous allons nous rendre nous-mêmes sur la place du Madaï, sur la place d'indépendance. Et des premiers renseignements qu'on a pu avoir, il y a une très très forte mobilisation. Et surtout, le problème est que suite à au rejet de la motion de censure cet après-midi, le dialogue parlementaire est rompu, ce qui veut dire que la seule solution maintenant est dans le bras de fer entre la population et le gouvernement, et une mobilisation qui est de plus en plus forte, puisqu'il n'y aura plus de réunion du Parlement ukrainien avant avant la fin janvier, début février, et que les manifestants aujourd'hui veulent effectivement résoudre le problème et faire en sorte que les Ukrainiens aient le droit de choisir leurs alliés, que les Ukrainiens aient le droit de choisir leur volonté, qu'elle soit respectée, que leur volonté soit respectée, d'adhérer à l'Europe s'ils en ont la volonté. En quelque sorte, ils demandent ce que tous les peuples demandent, la liberté de choisir, et certainement le droit à l'autodétermination de leurs alliances. Et quel peut être le rôle d'un parlementaire français? Est-ce qu'il peut y avoir une médiation avec les autorités locales, et notamment sur la question de la répression policière? Ah ben écoutez,
Demain, il y a une réunion du bureau de l'OSCE et je vais bien entendu demander à ce qu'on ait des contacts avec les représentants de l'opposition, mais également avec la représentation du gouvernement, parce qu'il est inacceptable qu'il y ait eu des violences policières. On nous a dit qu'il y a eu des violences terribles puisque des enfants ont été frappés dans la nuit par les forces de l'ordre et bien entendu, c'est pas la mesurette qui est la démission du chef de la police qui peut régler ce problème. Alors, le gouvernement s'en rend bien compte puisqu'il a demandé pardon, mais enfin, se demander pardon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument que nous disions notre volonté de voir effectivement la volonté du peuple ukrainien respectée, et il est bien vrai que on ne peut pas accepter non plus de cette position du gouvernement ukrainien qui demande des indemnités, d'argent, etc. Donc voilà, on va essayer de participer à la défense de la démocratie. Merci beaucoup Alain Néry pour toutes ces précisions. Comme tous les mardis, Michael Zamès nous a rejoint sur ce plateau pour la désormais traditionnelle météo des groupes politiques du Sénat. Bonsoir Michael. Alors quelles sont vos prévisions météorologiques? C'est vrai qu'il y avait un franc et beau soleil au-dessus du Sénat. C'est en dessous que ça pose un petit peu problème. Il y a eu un petit peu de grogne en tout cas pour certains. Allez, je vous emmène dans les couloirs du Sénat. Suivez le guide, ou plutôt ces guides. Ces charmantes demoiselles sont des attachées parlementaires. Elles nous ouvrent le chemin direction la salle Clémenceau, lieu où se réunit le groupe socialiste. Ordre du jour des textes à venir, bien sûr, le stationnement pour les personnes handicapées, ou encore la simplification des normes pour les entreprises. Problème, pour le sénateur de Côte d'Or, ces textes ne sont pas assez politiques. Au groupe du PS, on parle de l'ordre du jour exclusivement, à mon grand regret. Ordre du jour, ordre du jour. J'ai pas le sentiment ici que la politique se débatte dans ce lieu. Donc on s'interdit de parler politique depuis qu'on est dans la majorité. Non, mais il n'y a pas de... Chaque fois qu'un ou deux sénateurs le fait, on l'écoute, mais ça ne rebondit pas. C'est dommage. C'est un peu dommage, oui. Merci. Je peux encore me faire des copains. Oui, ça c'est possible, surtout quand on ne pratique pas la langue de bois comme le fait François Patriat. En tout cas, il a le mérite de poser la question. On ne fait plus de politique au Sénat, les ministres ne prendraient même plus le soin de se déplacer. Mais non, monsieur Patriat, regardez par vous-même. Alain Vidaliste, le ministre en charge des relations avec le Parlement, est là. Certes, il fuit un petit peu la caméra, il a voulu se faire un peu petit, mais en plus, il est là et il nous répond. Écoutez le ministre. Ah non, mais de toute façon, le gouvernement n'a pas apporté d'appréciation sur la façon dont fonctionnent les groupes, l'Assemblée. Moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de politique. Mais si on fait de la politique, allons Delphine, parole de ministre, en tout cas, il faut le croire. Ah non, alors envoyons les images, peut-être, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a peut-être interpellé? On va revoir peut-être. Ouais, revoyons les images. Regardez bien, ça se passe au-dessus de l'épaule gauche du ministre. Et oui, c'est bien lui, François Patriat, l'homme qui ne se fait pas que des amis. Il écoute, l'air de rien, notre interview, il se gratte peut-être un petit peu la tête aussi. Voilà, et hop, je passe à côté du ministre. Non, je frôle Alain Vidalis. Qui a raison d'Alain Vidalis ou de François Patriat? Je ne me prononcerai pas. Pour ceux qui nous regardent, je vous laisserai juge. Et alors à l'UMP aussi, on se pose des questions existentielles, hein, Mickaël? Oui, question sur le rôle du Sénat. On l'entend beaucoup ces derniers temps, que ce soit dans les différents groupes ou même dans les couloirs du Sénat. À quoi sert le Sénat? À quoi servent les sénateurs? Et si on supprimait tout cela? Réponse avec un certain mordant de Gérard Longuet. On peut se passer aussi de l'Assemblée nationale d'ailleurs, puisque si les députés sont tenus à un devoir de discipline absolue et si on les menace par soit la carotte, soit le bâton, on peut aussi se passer de l'Assemblée nationale, on peut même se passer du peuple. Bertolt Brecht l'avait dit, le peuple a tort, je le dissous. Alors, eh bien, si on voit cette question, hein, oui, peut-être sur le groupe des écologistes. Hein. Oui, il se pose quelques questions aussi, parce que depuis le congrès du week-end dernier, eh bien, la motion principale a gagné, mais de justesse. Alors, vous voulez savoir comment vont les Verts? Ben, regardez. Pas joyeux. Pourquoi pas joyeux? On aurait une plus grande synthèse, on aurait... Voilà, la porte se referme sur Esther Benbassa, les portes sont restées fermées toute la journée, les visages étaient également fermés, no comment, off. Un sénateur m'a tout de même avoué cette phrase que je trouve magnifique: l'essentiel n'est pas de participer, l'essentiel c'est de gagner.
qui a dit qu'on ne faisait pas de politique au Sénat. Merci beaucoup, Mickaël. En bref, le Parlement a définitivement adopté le budget de la sécurité sociale pour 2014 par un large vote de l'Assemblée nationale, rappelant que le Sénat, où le gouvernement ne dispose pas de majorité, avait rejeté ce texte jeudi dernier pour la deuxième fois. Le Sénat qui a en revanche adopté, Mickaël, à l'unanimité la directive européenne destinée à lever les difficultés rencontrées par des citoyens de l'UE qui souhaitent se présenter aux élections européennes dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. Il y a 30 ans, la marche pour l'égalité contre le racisme, rebaptisée Marche des Beurs, arrivée à Paris. Elle a marqué l'entrée sur la scène politique des enfants d'immigrés. Pour en parler, nous accueillons ce soir sur ce plateau Barry Zakiari. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris, vice-présidente du Sénat. Alors, il n'y a pas eu vraiment de cérémonie officielle de la part du PS ou de l'exécutif pour commémorer cette mobilisation. Est-ce que vous le regrettez? Oui, absolument, je le regrette. Le Sénat a fait des choses dimanche, toute la journée, colloques, expositions, films. Donc toute la journée, nous l'avons consacrée à cet anniversaire. Et je dois dire que je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, pour le 30e anniversaire, enfin, plutôt si, il y a eu quelques historiens, dont Pascal Blanchard, il y a eu Jamel Debbouze, qui est quand même un artiste engagé, qui a voulu travailler sur cette question de l'histoire, de notre histoire à l'occasion d'un film. Et c'est bien parce que le ressenti a pu s'exprimer. Le ressenti, et à partir du moment où le ressenti s'exprime, je pense qu'on peut construire. Alors en termes de bilan, comme toujours les bilans sont mitigés. Moi on me dit mais tu es vice-présidente du Sénat donc le bilan est favorable. Mais vice-présidente du Sénat, comme quelques députés à l'Assemblée nationale, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache les discriminations qui sont toujours à l'œuvre. C'est l'arbre qui cache le fait que si nous avons réussi, c'est parce que c'est en termes d'engagement et de compétences et que quelque part on a oublié notre appartenance, mais c'est des réussites individuelles. Plus collectivement, je pense que pas grand-chose n'a changé finalement, parce que on est passé de revendications qui étaient des revendications républicaines il y a 30 ans à aujourd'hui à des revendications de nature culturelle. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ou où avons-nous échoué pour en arriver là? Alors et je pense à par exemple pour faire évoluer la situation le déclic. Moi, je l'ai ressenti quand il y a eu à Marseille le vote où Samia Ghali était en lice. Elle est arrivée la première. Elle est arrivée la première. D'habitude, le rassemblement se fait autour du premier arrivé en tête. C'est une espèce de dynamique de vote. Le rassemblement ne s'est pas fait autour d'elle. Et quand les gens des quartiers sont allés voter, on a parlé de vote communautaire, que ce soit les médias ou les responsables au plus haut sommet de l'État. Elle ne correspondait pas au profil type. Samia Ghali, qui en 83 faisait partie de cette marche. Voilà, oui, absolument. Et donc, on a renvoyé ces gens-là à leur identité, alors qu'ils voulaient, travailler sur leur citoyenneté. Et donc, la marche, c'était le primat de la citoyenneté sur l'identité. Et aujourd'hui, on les renvoie, 3 décennies après, à leur identité et non pas à leur citoyenneté. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, énormément de travail. À l'époque, fin 83, eh bien, le Front National faisait une percée lors des élections municipales à 10%. Aujourd'hui, il est considéré comme le 3e, voire la 2e force politique du pays. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais ça m'inspire que la bonne conscience de la gauche, qui était le non-racisme, a échoué. Puisque Jean-Marie Le Pen est arrivé devant Lionel Jospin aux élections présidentielles. Ça marquait l'échec des potes. Et donc, qui avait capté ce mouvement de cette jeunesse, cette innocence et ces revendications. Ces revendications, il faut bien le dire, sont parties après des meurtres de légitime défense, de beaucoup. Et puis, illustré beaucoup par ce jeune maghrébin qui a été jeté du train Bordeaux-Vintimille. Donc, il y a eu un mouvement, la société française s'est réveillée, a dit pas possible. Aujourd'hui, quand on parle de Taubira en ces termes, la société française dit c'est pas possible. Comme si on découvrait aujourd'hui le racisme et les discriminations. Elles sont à l'œuvre depuis très longtemps. Là, pour Christiane Taubira, c'est parce qu'elle est ministre, garde des Sceaux, etc. Mais on oublie tout ce qui se passe en silence, où les gens ne disent rien, et pourtant ils souffrent. Alors merci beaucoup Barry Zakiari, et puis je vous rappelle peut-être et aussi à nos téléspectateurs qu'un documentaire est actuellement visible sur le site de publicsena.fr, il s'appelle Les Marcheurs. Il est très beau. Merci Barry Zakiari. 24 heures Sénat, tout de suite le débat.
France, de nouveau épinglée pour ses mauvais résultats en matière de lutte contre la corruption. Depuis l'affaire Cahuzac, des lois sur la transparence de la vie politique ont été votées, mais ont-elles tout réglé? Élément de réponse avec Jérôme Rabier. François Hollande l'avait promis pendant la campagne présidentielle, l'affaire Cahuzac a accéléré les choses. La transparence de la vie politique devait être mise en place, mais si 6 textes ont bien été votés ou sont en passe de l'être, cela n'a pas tout réglé. Transparency International réclame par exemple que l'entourage des parlementaires soit aussi concerné. Qui sont leurs collaborateurs? Comment sont-ils rémunérés? Et eux-mêmes, quels sont leurs intérêts? Les revenus qu'ils tirent de leur mandat? Quel est leur patrimoine? Comment évolue leur patrimoine entre le début et la fin de leur mandat? Tout ça, c'est naturel dans une démocratie d'apporter aux citoyens cette information. La publication du patrimoine des élus a par exemple été votée, mais ces déclarations ne pourront qu'être consultées et non pas diffusées, ce qui nourrit la défiance des électeurs pour certains parlementaires. Le peuple ne s'y reconnaît plus. Il s'y reconnaît plus dans ses élus, alors que la très grande majorité des élus est évidemment totalement honnête. Il ne faut pas que nous donnions l'impression de vouloir court-circuiter, détourner. Voilà. Si on fait de la transparence, on la fait totalement. Donc c'est pour ça que moi j'étais par exemple pour la publication intégrale de déclaration de patrimoine. Une impression de privilège renforcée par des protections dont bénéficient les élus. Les bureaux des assemblées restent par exemple seuls décisionnaires de la levée de l'immunité des parlementaires. Serge Dassault, sénateur maire UMP de Corbeil-Essonnes, ou Jean Germain, son homologue socialiste de Tours, ont ainsi échappé à la convocation de juges après un refus du bureau du Sénat. Si les textes votés ont de l'avis de tous amélioré les choses, il reste de nombreux sujets à régler pour que la France soit érigée en modèle de transparence. Et nous ouvrons le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Virginie Claes, bonsoir, vous êtes sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, et Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Virginie Claes, on vient de le voir, le classement de cette ONG Transparency International n'est pas très bon. La France stagne au 22e rang mondial. Elle obtient la note de 71 sur 100. Est-ce que vous constatez peut-être sur le terrain ce sentiment que les Français n'ont plus confiance en la moralité de leurs élus, qu'il y a un sentiment général de tous pourris? C'est un sentiment général, oui, qu'on ressent. Ceci étant, le classement n'est pas nouveau, puisqu'il était déjà annoncé dans le rapport que j'ai commis avec Alain Anziani. Les choses ne peuvent pas changer immédiatement, c'est un sentiment qui est diffus, qui s'est petit à petit infiltré sans doute dans l'état d'esprit des Français, qui à mon avis ne concerne pas que la classe politique. Il y a souvent aussi des confusions, hein. La corruption et la fraude fiscale concernent beaucoup d'autres professions et beaucoup d'autres classes socio-professionnelles que les politiques. Mais les politiques, médias, on va faire amende honorable, sont oui, également les médias épinglés aussi, dans ils ce sont classement. exactement, ils sont pas très bons non plus dans le classement. Ceci étant, je pense que les décideurs et les politiques en premier ont un devoir d'exemplarité. Donc dans ce niveau de tolérance aujourd'hui qui est assez bas chez les Français, il est naturel entre guillemets, ou en tout cas pas inhabituel de voir que les politiques sont visés. Oui. Philippe Bas, sur cette question de cette perte de confiance des Français en la moralité de leurs élus. Quelle est votre analyse de cette situation? Il y a une perte de confiance qui n'est pas principalement due à cette question d'honnêteté et de probité. Je crois que cette perte de confiance, elle tient d'abord au fait que face au chômage, face au marasme économique, face au déficit, les Français ne voient pas venir de résultats et donc ils perdent confiance. Alors il y a cette association que vous qualifiez d'ONG, c'est bien. Elle fait un classement qui repose sur des sondages, il faut le savoir. Elle a mis au point un indicateur qui fait une moyenne des résultats à des sondages. Et donc elle exprime en réalité l'opinion que donnent les gens quand ils sont interrogés pour le sondage. Et je comprends cette opinion qu'ont les Français. Ils n'ont pas été dupes des textes qui ont été adoptés cette année et qui ont été inspirés par la volonté politique de se refaire une virginité pour le pouvoir après l'affaire Cahuzac. Et ça n'a pas marché. Les gens ont très bien compris que le problème de la probité et la question de la transparence, qui peut être un moyen pour améliorer la surveillance
de la probité Donc vous ne sont croyez pas différents. à l'efficacité des 6 projets de loi qui ont été votés, qui sont en passe d'être Non, votés par pas le du tout, Parlement parce que pour si vous améliorer voulez, les choses? Monsieur Cahuzac aurait dû faire une déclaration d'intérêt de patrimoine. Pensez-vous à ce instant qu'il aurait dit « moi j'ai un compte en Suisse ». Donc si vous voulez, la transparence a quand même ses limites et à l'inverse, elle véhicule une sorte de modèle où pour être impeccable, il faudrait être un ancien fonctionnaire de catégorie moyenne, avoir une compagne ou un compagnon qui l'est aussi, des enfants qui le sont aussi, un petit patrimoine. Et alors là, on passe à travers les gouttes. Mais le problème n'est pas l'importance du patrimoine, c'est l'honnêteté. La manière dont il a été acquis. Moi, je trouve très bien que des députés et des sénateurs ont eu une profession qui ont pu leur faire gagner de l'argent s'ils ont été un bon médecin, un bon vétérinaire, un bon avocat, un chef d'entreprise. Le problème n'est pas celui du patrimoine des élus. Il est celui de l'honnêteté. Donc sur ces projets de loi, selon Philippe Bas, eh bien, ça n'empêche pas peut-être une nouvelle affaire Cahuzac. Non. Il y a quand même des points sur lesquels je ne peux pas être d'accord. D'abord, je rappelle que certes, forcément, non, mais déjà, c'est un fait. Certes, le sondage est un sondage, mais je réitère qu'il date d'avant les projets de loi. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les lois ont été inefficaces. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes encore mises en œuvre. Donc ce n'est pas une réaction à une inefficacité de loi, me semble-t-il. C'est plutôt une réaction ou un ressenti. L'ICP, P c'est pour perception. P c'est pas ICP, IPC. Donc P de perception. Donc c'est effectivement un ressenti de à peu près 1000 personnes. Donc c'est quand même pas gigantesque non plus. Pour qui a fait un peu de statistiques, j'aimerais bien avoir plus de détails sur comment est constitué l'échantillon, parce que 1000 personnes, ça peut être un échantillon représentatif, comme ça peut ne pas en être un. Donc on est plus, une fois plus, sur une perception de avant les lois. Ensuite, je ne pense pas que ce soit... Je pense qu'effectivement, la crise est sans doute dans les facteurs aggravant cette perception négative, mais pas parce qu'il n'y a pas de résultat aujourd'hui. Parce que dans ce contexte de crise, l'injustice de ceux qui s'enrichissent de façon malhonnête est ressentie encore plus comme une injustice. Et quand en plus il s'agit des décideurs, c'est encore plus une injustice. Donc je pense que le ressenti très négatif, il est sans doute là. Et puis après, l'amalgame est vite fait pour dire, s'il y en a un qui est comme ça, ils le sont tous comme ça. L'efficacité des lois, d'abord, c'est pas une loi, c'est 6, et puis c'est tout un contexte, et puis c'est l'indépendance de la justice. Parmi Notamment, ces lois, Virginie Claes, il y a la création de la Haute Autorité pour la Transparence. Aussi. On a appris hier que François Hollande proposait le procureur Jean-Louis Nadal pour présider cette Haute Autorité de la Transparence. Que peut-on en attendre ? Alors, de cette haute autorité, on va en attendre ce que M. Nadal va en faire si sa nomination est confirmée, ce qui me semble une excellente nouvelle. L'objectivité, l'impartialité et le sens de l'État de M. Nadal me paraissent incontestables et de bon augure pour que cette haute autorité travaille correctement et effectivement que cette haute autorité soit une vraie pierre dans l'édifice, dans le mur qui est en train de se reconstruire de la confiance. On a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. La France se donne-t-elle les moyens de lutter contre la corruption ? Eh bien, les internautes ont répondu non à 79%, oui à 12% sur 133 votants. Philippe Bas, sur la haute autorité. C'est récent. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Vous voyez, oui, sur 133 votants. Ça confirme mon diagnostic. Vous avez 30 secondes peut-être pour Je conclure pense en sur ce effet point. que les Français ne sont pas dupes de ces législations qui confondent la transparence et l'exigence de probité. Vous pouvez faire toute la transparence que vous voulez. Le mal n'est pas du fait qu'on manque de transparence. Le mal peut être du fait que tel ou tel se conduit d'une manière malhonnête, comme ça a été le cas dans cette malheureuse affaire Cahuzac. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, sans doute, mais ça a été le cas cette année et ça a été effectivement pour notre République une secousse terrible. Je crois à l'exemplarité, je crois à la nécessité aussi d'apporter des réponses aux Français et je constate que ça n'est pas le cas en ce moment et c'est pour ça principalement qu'il y a une perte de confiance. Bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat. Un dernier mot, Virginie Claes, la rapidement. nécessité de sanctionner et la sanction elle peut aussi venir du citoyen. Il faut qu'il s'en rappelle. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat. C'est la fin de cette édition. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain.